Bien, bonjour, merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait l'effort de venir. C'est l'avant-dernier séminaire attaché à la chaire Migration et Société. La prochaine séance aura lieu le 26 juin et ce sera un exposé il sera centré sur la comparaison France-États-Unis, une espèce de bilan des politiques migratoires en France et aux États-Unis, de ce qu'elles ont donné, y compris les développements les plus récents avec l'ère Trump. Et nous aurons pour cela le privilège. Alors, il ne s'agit pas de ce qui est affiché, ce sera le lendemain. Je vous parlerai du séminaire, de la conférence qui est là. Nous inviterons notamment James Holyfield, qui est un des principaux chercheurs en sciences politiques américain et qui travaille donc, notamment, c'est lui l'auteur de la notion de policy gap. Pourquoi y a-t-il toujours un écart important, un fossé entre ce que souhaitent les opinions publiques, ce que souhaitent les politiques et finalement les résultats des politiques. Et le second orateur sera Virginie Guiraudon, qui est à Sciences Po et qui est une grande spécialiste des politiques européennes en matière de migration. Donc je crois que ce sera une séance vraiment importante. Et Jim Holyfield, chercheur américain, mais qui a passé pas mal d'années en France, nous fera l'honneur de s'exprimer en français. Donc, en revanche, le séminaire, le colloque qui se tiendra dans les 2 jours précédents, le 24 juin, le 25 juin, c'est sans doute un peu trop petit pour que vous puissiez lire tout ça, est un colloque destiné à préparer la 4e édition d'un grand classique, Controlling Immigration. C'est un grand classique publié par les presses de Stanford qui, tous les 4 ou 5 ans à peu près, et qui donc traite des politiques migratoires dans l'ensemble des grands pays occidentaux, en incluant aussi le Japon, la Corée, etc., les ensembles comme l'Union européenne. Et bien sûr, cette 4e édition que je vais coéditer avec James Holyfield va évidemment tenir compte de tous les enseignements de la crise de l'accueil des migrants ces dernières années. Donc, du coup, nous avons chacun préparé nos chapitres. Il y a des modérateurs qui vont critiquer ces chapitres et c'est une journée de travail pour que les auteurs du livre, les co-auteurs du livre, puissent affiner leurs textes, les discuter, etc. Alors là, ce colloque sera, je m'en excuse, mais il sera entièrement en anglais. C'est un colloque de recherche, mais auquel, selon la tradition du Collège de France, le public est toujours librement invité. Mais enfin, c'est un colloque, évidemment, de chercheurs pour mettre au point un ouvrage. Voilà. Avec des représentants vraiment de tous les pays, dont beaucoup d'Européens. Nous allons maintenant je vais rapidement introduire la séance d'aujourd'hui, qui va être consacrée essentiellement à la notion de frontière, finalement. C'est ce qui est de commun et de liberté de circulation. C'est ce qui est de commun entre les 2 chercheurs que j'ai invités, que je remercie beaucoup d'avoir accepté sans problème cette invitation. Ils sont tous les 2 membres de l'Institut des migrations coordonné par le CNRS que je dirige. Antoine Pécou est professeur actuellement à Paris 13, mais également chercheur à Sciences Po. Il a acquis une longue expérience à l'UNESCO dans un programme qui a très bien marché. Tous les programmes de l'UNESCO n'ont pas cette densité, cette substance, mais en l'occurrence, ça a été un très très beau programme sur justement la question des frontières, avec la convocation d'un panel de chercheurs internationaux qui ont discuté là-dessus et qui ont publié l'ouvrage de référence, qui est un ouvrage très circonstancié, qui n'est pas du tout un ouvrage extrémiste, qui est un ouvrage qui envisage un peu toutes les possibilités et toutes les thèses possibles et imaginables de plusieurs points de vue sur la possibilité, la viabilité, l'intérêt d'un scénario sans frontières pour les migrants. Ce livre a déjà une 12aine d'années, quelque chose comme ça, mais il reste aujourd'hui encore une référence tout à fait fondamentale, et il a été coordonné par Paul de Gustener et Antoine Pécou. Mais Antoine Pécou a fait bien d'autres choses depuis, et je vous invite à consulter son site si vous voulez en savoir plus. Il va nous parler aujourd'hui de la question du principe de libre immigration en remontant dans l'histoire,
et vous verrez que dans le florilège de citations qui nourrissent son exposé, il y a des perles absolument extraordinaires. On en a d'autres. Parce que moi, je dirais que presque chaque mois, je découvre de nouveaux auteurs qui ont parlé de la liberté des migrations. Condorcet, par exemple, en 1791, est porteur d'un projet de loi sur la libre émigration. C'est une loi qui n'a pas été votée, mais enfin, il explique que tout homme a le droit de quitter son pays, de changer de patrie, c'est l'expression qu'il utilise, pour des raisons qui peuvent être des raisons de santé, d'intérêt, de bien-être. Enfin, il donne il donne un éventail extraordinairement large, à vrai dire infini, de motivations possibles. Il faut réguler un peu ça. Il y a une période probatoire. Il y a une certaine prudence. Mais en fait, le droit qu'il définit à l'émigration et à son pendant dans un droit d'immigration qui, pour lui, est quasiment absolu. Voilà encore un texte intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir comment tous ces auteurs qui définissent la libre immigration ou la libre immigration l'utilisent ensuite dans les années qui viennent. Et pendant la Révolution, eh bien, les textes de Rousseau sur le droit à immigrer, qui était lui-même inspiré de Grotius, j'avais cité ça dans ma leçon inaugurale, vont être utilisés dans tous les sens. Ça va être utilisé d'abord pour obliger les émigrés, c'est-à-dire les aristocrates qui avaient fui la Révolution, les obliger à revenir. Le contrat social est tel que si on n'y adhère pas, que si on n'est pas présenté sur le territoire, c'est qu'on déserte. Et donc, le droit à la libre immigration, sauf si on déserte, enfin, est invoqué par les révolutionnaires. Mais 1 an ou 2 ans après, ils invoquent le même droit pour justifier l'expulsion, cette fois des prêtres réfractaires. Et donc, c'est la contrainte à l'exil et non pas l'obligation de revenir qui va être en réalité utilisée à partir des mêmes textes, qui va être invoquée à partir des mêmes textes. C'est intéressant de voir comment les argumentaires juridiques ou les principes très généraux parfois se retournent comme des gants. Antoine, comme toujours, va être extrêmement attentif au conflit des arguments, au conflit des argumentations. Ça n'est pas une vision unilatérale du problème qu'il va présenter. Et puis Camille Schmoll, elle n'est pas sociologue ou politiste, mais très intéressée par la science politique, mais tu es d'abord, Camille, une géographe de terrain, une des meilleures spécialistes actuelles de système migratoire dans la Méditerranée. J'ai eu l'occasion d'être invité par toi à Malte, où nous avons visité un camp. Tu connais parfaitement la Sicile, la Tunisie, l'Italie de façon générale, la Grèce, etc. Mais tu réfléchis aussi au contexte général de tout cela, et notamment à l'espèce de révolution qui a présidé à la réflexion sur l'immigration depuis une quinzaine d'années sur la notion même de frontières. D'où viennent-elles? Étaient-elles nécessaires? Est-ce que les frontières qui se justifient par toutes sortes de raisons sont-elles un remède pire que le mal? C'est le thème de l'argument pervers, toutes ces questions-là. Et puis en même temps, peut-être que vous aborderez aussi le dernier choc qu'on vient de subir, c'est que la crise de l'accueil des migrants nous montre que les États, finalement, se comportent très différemment et arrivent à peser très lourdement sur les flux migratoires, non pas les flux migratoires ordinaires, mais au moins le traitement des demandes d'asile. Là, oui, ils ont un réel pouvoir et quelqu'un comme James Holyfield, par exemple, parle du retour de l'État ou du retour des frontières. On a comme ça des grandes oscillations, des grandes fluctuations qui ont un peu leur pendant aussi dans les grandes oscillations de la théorie des migrations, des recherches effectuées par les chercheurs. Voilà, donc mon propos ne vise qu'à allécher l'auditoire et je vais maintenant inviter Antoine Pécou à prendre la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à François Héran pour l'invitation ce matin. Merci beaucoup à toutes et à tous ici présents d'être venus nous écouter ce matin. Effectivement, comme annoncé, je vais vous parler de la liberté de circulation, de l'ouverture des frontières. Ce sont des termes qu'on utilise parfois de façon un petit peu équivalente, même si chacun de ces termes a des connotations légèrement différentes. Je vais essayer effectivement de passer en revue plusieurs décennies, voire plusieurs siècles de réflexion sur le sujet. Ce que je trouve fascinant avec cette notion d'ouverture des frontières, c'est qu'elle a une très forte valeur heuristique, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle nous oblige à réfléchir de façon critique sur l'organisation actuelle du monde, d'où vient cette organisation, comment la justifie-t-on,
Ce n'est pas forcément une réflexion qui a une vocation pratique. Il ne s'agit pas de dire ce qu'on va faire demain en termes de politique migratoire. Là n'est pas l'intérêt, là n'est pas non plus l'enjeu. La question, c'est plutôt de réfléchir au monde dans lequel on vit et, en réfléchissant à des alternatives, à voir ce qu'on gagne, ce qu'on perd, à avoir fait le choix du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un monde fondé, comme on le verra, sur la souveraineté des États et sur leur droit fondamental à contrôler la circulation et la mobilité des personnes. Donc effectivement, ma présentation comporte un PowerPoint. Comme vous le verrez, ce PowerPoint n'a pas d'autre argument que des citations. En fait, j'ai fait le choix ce matin de présenter ce que d'autres gens ont dit sur le sujet. De cette manière, je ne vais faire que passer ces arguments. C'est important, je pense, parce qu'effectivement, on parle d'un sujet d'une très grande ampleur qui effectivement, comme j'essaierai de le faire comprendre, a une portée considérable sur pratiquement tous les aspects de notre existence sociale ou politique. Et donc, effectivement, il serait totalement illusoire et prétentieux d'affirmer que ces idées viennent de moi ou de quelques autres, mais elles viennent effectivement de l'histoire, de la philosophie, de l'histoire des sciences sociales, l'histoire intellectuelle au sens le plus large possible. Donc pour commencer, on peut citer peut-être un texte que beaucoup d'entre vous connaissent, que vous avez sans doute déjà lu, qu'on doit à Stefan Zweig. Vous connaissez sans doute Stefan Zweig, le célèbre écrivain autrichien, qui, dans un livre célèbre, un de ses plus célèbres livres, Le Monde d'hier, s'intitule Le Monde d'hier, sous-titré Souvenir d'un Européen, publié en 1942 ou 1943, Stefan Zweig, comme vous pouvez le lire, déplore avec nostalgie l'évolution de l'Europe telle qu'il a pu lui-même l'expérimenter, la vivre dans sa chair, pourrait-on dire, puisque lui-même a dû s'exiler. Il est en exil au Brésil lorsqu'il écrit ce texte. Il décrit un monde d'avant 1914, d'avant la Première Guerre mondiale, un monde où, dit-il, on circule sans la moindre difficulté. Il n'y a pas de douanier, il n'y a pas de police, il n'y a pas de poste de gendarmerie, il n'y a pas de mesures tracassières, comme il l'écrit. C'est un monde un peu idéal dans lequel un intellectuel comme lui peut aller d'un pays à l'autre, nouer des relations intellectuelles, amicales, avec toute une série de gens qui travaillent un petit peu partout dans le monde, et se sentir un petit peu citoyen du monde, cette notion de cosmopolitisme qu'on associe souvent à Zweig ou à la Vienne, la ville dont est originaire Stefan Zweig, viennent de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, un monde cosmopolite où les gens parlent plusieurs langues, où les gens circulent, se rencontrent, des gens qui, dans leur vie quotidienne, ont finalement assez peu de rencontres avec la frontière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et évidemment, Stefan Zweig, d'origine juive, en 1934, doit quitter l'Autriche pour des raisons évidentes, se réfugie d'abord à Londres, devient lui-même un réfugié ou un exilé, et subit donc toutes ces tracasseries, comme il l'écrit, qu'il ne connaissait pas, et qui pour lui apparaissent comme un développement néfaste, funeste de l'Europe, une espèce de chute de la civilisation européenne telle qu'il a connue et en laquelle il a longtemps cru, avant que les deux guerres mondiales ne viennent d'une certaine manière, disons, ruiner cet idéal européen cosmopolite. Ce texte est d'autant plus marquant que selon la biographie de Zweig, il aurait terminé et envoyé son manuscrit juste avant de se donner la mort, lui, avec sa femme au Brésil, en 1942, sauf erreur. Et donc c'est un texte un peu testamentaire, d'une certaine manière, un livre de réflexion sur sa propre existence et sur les raisons qui lui conduisent, d'une certaine manière, à vouloir renoncer à vivre dans ce monde trop brutal, trop frontiérisé, pourrait-on dire, pour un individu comme lui qui a connu un monde non frontiérisé. Donc effectivement, le texte de Zweig me paraît intéressant parce qu'une certaine manière, il fait écho à une question qu'on se pose souvent aujourd'hui, que ce soit lorsqu'on parle des réfugiés, quand on parle des migrants. On entend parfois de façon récurrente une idée classique, mais d'une certaine manière l'idée que les sociétés auraient été plus généreuses, plus ouvertes par le passé qu'aujourd'hui. C'est un argument qui n'a pas beaucoup, c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens. C'est toujours très difficile d'aborder l'histoire au prisme de l'actualité et de se poser la question de façon un peu binaire, est-ce que c'était mieux ou moins bien avant? C'est une question qui n'a pas beaucoup de sens sur le plan historique. Mais néanmoins, c'est une question qui revient assez souvent. On déplore souvent dans le débat public ou dans le débat politique l'évolution
du droit d'asile, qui serait par exemple toujours plus restrictive, toujours plus hostile aux réfugiés, ce qui suppose une espèce de tendance historique qui irait du mieux vers le moins bien. Tendance historique que semble aussi dessiner Stefan Zweig à une autre échelle, bien évidemment, mais néanmoins cette idée qu'effectivement il aurait existé une époque où l'Europe, voire le monde, aurait été plus ouvert, plus disposé, plus bienveillant à l'égard des personnes qui franchissent des frontières et qui souhaitent vivre dans un autre pays que le leur. Alors, j'ai évidemment pas de réponse à cette question de est-ce que c'était mieux avant ou pas, mais néanmoins, c'est un sentiment, enfin, une nostalgie, l'époque, l'idée que c'était mieux avant, un sentiment assez courant dans tous les domaines, mais qui, entre autres, s'applique parfois à la question de l'asile, des réfugiés et des migrants. Et je pense aussi que cette citation de Zweig nous invite à réfléchir un peu à l'histoire des migrations. L'histoire des migrations est souvent un peu ignorée. C'est un peu normal de ce point de vue, parce que les migrations sont un enjeu contemporain par excellence. C'est un enjeu qui, littéralement, au jour le jour, préoccupe les sociétés occidentales, mais pas seulement. Et donc, on a parfois tendance à oublier que c'est une très vieille histoire, une très vieille question. De tout temps, des gens ont migré, ont franchi des frontières. La période à laquelle fait allusion Stefan Zweig est connue, effectivement, dans l'histoire des migrations. C'est une période qui, grosso modo, va de la fin du XIXe siècle, 1880 à peu près, jusqu'à la Première Guerre mondiale, comme une période parfois qu'on qualifie parfois de première mondialisation libérale, une période de très forte mobilité, notamment vers le Nouveau Monde. Des proportions très importantes de la population mondiale est sur la route, se déplace, migre, de façon presque aussi importante, proportionnellement parlant, qu'aujourd'hui. Donc effectivement, l'idée qu'on serait aujourd'hui dans un âge d'immigration caractérisé par une mobilité inédite dans l'histoire, partiellement vrai, partiellement faux. Il y a eu d'autres époques, notamment cette période charnière, fin 19e, début 20e, dans laquelle effectivement beaucoup de gens migraient, beaucoup de gens se déplaçaient. Évidemment, la fin de cette période, c'est le début de la Première Guerre mondiale, non seulement parce qu'évidemment la Première Guerre mondiale, disons, brise totalement cette mobilité, la guerre conduit à des formes de nationalisme et de renforcement de l'État. Évidemment, la guerre aussi, comme vous le savez, débouche sur la construction d'États qui viennent remplacer d'anciens empires un peu supranationaux, comme l'empire austro-hongrois dans lequel a grandi Stefan Zweig. Et donc, effectivement, la Première Guerre mondiale, d'une certaine manière, conduit à une étatisation des sociétés. Il y a des débats très intéressants sur la naissance de ce qu'on pourrait appeler des sociétés de papier, des sociétés dans lesquelles on doit prouver son identité. Le passeport apparaît à peu près à cette époque, enfin se généralise à peu près à cette époque. Un document d'identité dont les gens, à l'origine, ne voyaient pas vraiment l'intérêt. À quoi bon un passeport? Pourquoi devoir prouver son identité? C'est probablement un effet de la guerre. Il y a des historiens qui travaillent là-dessus, je serais tout à fait incapable de vous donner beaucoup de détails, mais néanmoins, l'hypothèse générale, c'est que la guerre exige beaucoup de la population, naturellement. Elle exige un effort de guerre conséquent, et que cet effort de guerre ne peut être consenti que si on renforce le caractère national de la société, on nationalise totalement la société, et d'une certaine manière, on renforce le lien qui attache un individu à son État, au point qu'effectivement, on peut lui demander d'aller mourir, nombreux étaient ceux qui sont morts, pour leur pays. Donc effectivement, une étatisation des sociétés qui a un impact, évidemment, sur les questions migratoires. On peut mentionner aussi, dans le chapitre « Histoire des migrations », c'est intéressant, on va y revenir par la suite, mais qu'effectivement, la Première Guerre mondiale débouche, entre autres, sur une assez forte mobilité en provenance des colonies, notamment pour remplacer tous les soldats partis au front, toute cette main-d'œuvre décimée ou enrôlée dans les troupes. Et une des manières d'y faire face, c'est bien sûr le travail des femmes, grand classique de l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais aussi, peut-être un petit peu moins connu, une mobilisation et une organisation de l'immigration en provenance des colonies pour avoir de la main-d'œuvre pour remplacer ces gens partis au front. Donc on voit ici se dessiner toute une espèce de constellation historique assez intéressante où la guerre, d'une certaine manière, est indissociable d'un plus fort contrôle des frontières et aussi de certaines formes qui vont devenir classiques par la suite, d'organisation de la mobilité de la main-d'œuvre à des fins d'intérêt national, pourrait-on dire. Donc effectivement, tout un ensemble de réalités auxquelles fait allusion Stefan Zweig. On va y revenir. On peut bien sûr contester son analyse des choses, c'est ce qu'on va faire dans un instant, mais dans l'immédiat, on peut passer à une seconde citation qu'on doit à une militante activiste britannique qui s'appelle Teresa Hayter,
qui milite pour le coup de façon extrêmement engagée et, disons, militante, encore une fois, en faveur de la libre circulation, et qui nous dit schématiquement, il faut sortir de notre époque, il faut sortir du paradigme ou du cadre cognitif dans lequel on vit aujourd'hui, il faut se plonger dans l'histoire, et il faut considérer qu'aujourd'hui, les gens qui militent pour l'ouverture des frontières seraient des fous, des extrémistes, mais il y a 100 ans, c'était exactement l'inverse. C'était les gens qui militaient pour le contrôle des frontières qui étaient perçus comme des gens bizarres, qui avaient des lubies nationalistes ou sécuritaires. Donc, d'une certaine manière, elle nous invite, d'une manière un petit peu différente de la citation précédente, mais elle nous invite également à placer le contrôle des frontières actuelles dans une perspective de longue durée et de finalement, c'est l'argument de mobilisation partiale, pourrait-on dire, de l'histoire, puisque l'histoire est plus complexe que ce qu'elle semble indiquer, mais néanmoins, c'est un argument, c'est une utilisation de l'histoire à des fins actuelles, à des fins politiques contemporaines, pour dire, finalement, un monde sans frontières a existé par le passé. Il n'est donc pas absurde de considérer que ça peut être un scénario pour l'avenir. Auquel cas, notre période, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, serait comme une espèce de parenthèse entre deux époques marquées par une beaucoup plus grande liberté de circulation des personnes. C'est intéressant, effectivement, peut-être, la citation de Thérèse Heiter peut nous inciter aussi à réfléchir sur la manière dont se sont mis en place, disons, ce rapport entre l'État, les frontières, les migrants. Il y a un livre très intéressant de John Torpey, un historien américain, qui s'appelle L'invention du passeport, le terme « Invention of the Passport » en anglais. Le titre est bien choisi. Comment le passeport a été inventé, c'est toujours intéressant, effectivement, comme je le disais à l'instant, de voir qu'un objet qu'on estime aujourd'hui totalement, disons, ordinaire et dont l'existence semble couler de source, a en réalité été inventé, activement inventé, notamment par les États. Et John Torpey mobilise Max Weber. Max Weber, comme vous savez, définit l'État comme le détenteur du monopole de la violence légitime, une grande définition classique sociologique de l'État de Weber. Et Torpey dit à peu près la même chose en disant, enfin, se base sur Weber pour dire finalement l'État, à mesure qu'il se construit, à mesure qu'il se développe et qu'il devient une entité administrative, bureaucratique, politique de plus en plus puissante, cherche à s'arroger le droit, le monopole du droit de contrôler la mobilité des personnes. L'intérêt de cette approche historique, c'est qu'elle nous invite à voir ça comme un processus en cours. Le contrôle des frontières et de la mobilité des personnes par l'État n'est pas un donné absolu qui aurait toujours existé. C'est un processus historique, c'est un processus complexe. Et Torpey montre aussi, par exemple, comment, à l'époque, fin 19e, début 20e siècle, la mobilité est organisée par d'autres acteurs que l'État. Ça jette aussi une lumière un petit peu différente sur l'époque actuelle. Par exemple, les employeurs, le secteur privé, arrangeaient eux-mêmes, jusqu'à un certain stade, la mobilité de leur main-d'œuvre. Il y avait des corporations, des réseaux transnationaux d'artisans ou d'industriels qui organisaient en partie la mobilité de main-d'œuvre sans véritablement demander leur opinion ou leur avis aux États, s'estimant libres de faire circuler leur main-d'œuvre. Et face à cette concurrence, pourrait-on dire, l'État réagit en disant nous allons inventer le passeport, nous allons inventer un document essentiel pour la mobilité des gens, et grâce à ça, nous allons interférer, nous allons contrôler nous-mêmes la mobilité des personnes. Mais c'est un processus lent, évolutif, et on pourrait peut-être ajouter que c'est un processus inabouti. Encore aujourd'hui, on le voit tous les jours, les États sont contestés d'une certaine manière, les migrants bougent, parfois de façon légale, de façon compatible avec des passeports, compatibles avec les régulations des États, mais parfois aussi en défiant l'autorité des États, son passeport, son document, avec d'autres réseaux, les trafiquants, les passeurs, toutes sortes de réalités dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. Et d'une certaine manière, on a une espèce d'organisation parallèle, souterraine, alternative de la mobilité, qui vient heurter la volonté des États de s'arroger le monopole du contrôle de la mobilité des personnes. Donc un processus historique complexe, à bien des égards encore en cours. Les États ne cessent de tenter de mettre sur pied de nouvelles modes de gouvernance, de contrôle des mobilités. On parle beaucoup, par exemple, de l'externalisation du contrôle. On collabore en Europe avec des pays pourtour méditerranéens pour contrôler la mobilité des personnes. On peut voir ça sur une perspective longue, comme une énième stratégie pour imposer l'autorité de l'État
dans un monde, dans une réalité mouvante, où l'État ne parvient pas toujours à contrôler la réalité comme il souhaiterait la contrôler. Donc, d'une certaine manière, une espèce de jeu permanent, d'innovation permanente, depuis l'invention du passeport, qui signe d'une certaine manière le début de la volonté de l'État de contrôler la mobilité des personnes, jusqu'à des mesures actuelles, biométrie, externalisation du contrôle, accords pour expulser les migrants, etc., accords bilatéraux pour expulser les migrants, autant de stratégies, de tactiques d'État, d'une certaine manière, pour imposer son pouvoir, imposer sa force de frappe dans un champ, dans un domaine où l'autorité d'État est constamment questionnée, et elle a toujours été d'une certaine manière. Pardon, j'ai touché le micro. Elle a toujours été d'une certaine manière. Et donc, effectivement, c'est important de rappeler ça, parce qu'effectivement, on entend souvent dire qu'il faut rétablir le contrôle des frontières, comme s'il avait existé par le passé de façon parfaite et inquestionnable. Ce n'est pas le cas. D'une certaine manière, on a également affaire ici à une espèce de discours un peu nostalgique à sa manière, qui postule un monde d'États-nations étanches et parfaitement contrôlés en termes de leurs frontières, qui n'a probablement jamais existé. Il est important de souligner cette dimension historique. C'est toujours fluctuant. L'État est un acteur parmi d'autres qui organise la mobilité, un acteur qui a évidemment plus de pouvoir que d'autres, mais qui pour autant n'a pas tous les pouvoirs et ne cesse d'inventer de nouvelles stratégies pour s'imposer face à d'autres acteurs qui lui contestent sa faculté d'organiser et de monitorer, pourrait-on dire, la mobilité humaine. Donc deux autres citations, pardon, de la même Teresa Hayter et d'un juriste américain qui s'appelle Kevin Johnson, qui grosso modo disent la même chose. Une parenthèse. Le contrôle des frontières serait une espèce de parenthèse dans l'histoire, serait né à quelque part au XXe siècle, durerait encore, mais d'une certaine manière, à terme, si on se met dans une perspective d'histoire longue, les gens, dans 50 ou 100 ans, étudieront notre époque et se demanderaient, mais comment diable ces gens-là ont prétendu vouloir fermer leurs frontières? Comment ont-ils pu croire qu'avec les dynamiques démographiques, économiques, géopolitiques, il était possible de vouloir absolument protéger leur territoire des flux que compose la mobilité humaine. Et donc, de cette manière, encore une fois, une perspective qui à la fois plonge dans l'histoire et regarde vers l'avenir. Enfin, un des sous-titres que j'ai donné à ma présentation ce matin, c'est « Scénario d'avenir pour l'interrogation ». De ce point de vue-là, on a une espèce, disons, de lien qui se crée entre le passé et l'avenir, et nous serions de cette manière entre deux époques plus libres, plus souples. Une époque passée, révolue, mais une époque à venir où, inéluctablement, d'une certaine manière, les États s'ouvriraient à davantage de mobilité. Ici, je peux mettre une autre citation d'une célèbre politiste, économiste américaine qui s'appelle Saskia Sassen, qui aborde cet argument, le même argument de façon légèrement différente. Elle observe d'une certaine manière qu'on est dans un monde qui se globalise. Enfin, ce n'est pas tellement une observation originale, même si, d'une certaine manière, son texte, en l'occurrence, date des années 90, donc une époque quand même assez différente d'aujourd'hui. On pourrait le nuancer, disons, en regardant notamment, par exemple, les tendances protectionnistes qui existent aujourd'hui, mais de façon générale, je pense que globalement, son argument tient toujours plus ou moins dans les grandes lignes la route. Elle observe que les États sont de plus en plus traversés par des flux transnationaux mondialisés, des flux de biens, des flux de capitaux, des flux d'informations, toutes sortes de flux qui ne cessent de connecter et de traverser les États. Un monde de plus en plus transnational, globalisé, mondialisé, peu importe le terme qu'on veut employer. Mais, observe-t-elle, il existe une exception, c'est la mobilité des personnes. C'est un argument qui revient souvent, un argument assez fondamental sur le plan de l'économie politique des migrations, un argument qui consiste à dire les États, globalement, mènent des politiques de libre-échange, globalement, ils s'ouvrent à des biens, des informations, des capitaux qui viennent de partout de la planète, mais lorsque cette ouverture concerne les personnes, alors tout à coup, non, de façon un petit peu contradictoire, ils se ferment, ils souhaitent conserver le contrôle de leurs frontières. Donc, d'une certaine manière, les politiques migratoires seraient ce qu'on appelle parfois une anomalie illibérale. Ce serait un des rares domaines aujourd'hui dans lequel les politiques des États,
évidemment, il y a des nuances, il y a beaucoup de changements, il y a tout ça. Mais d'une façon générale, les politiques des États qui seraient pro-ouverture dans un grand nombre de domaines seraient pro-fermeture dans le seul domaine de la mobilité des personnes. Donc, effectivement, une espèce de contraste entre la libre circulation des biens et des capitaux et la non-libre circulation des personnes. Un contraste tout à fait concret. Il ne s'agit pas de faire ici une analyse abstraite. Si vous prenez par exemple le fameux accord ALENA, ou le NAFTA, comme on dit en anglais, l'accord de libre-échange des Amériques, qui unit, comme vous le savez, le Mexique, les États-Unis et le Canada, c'est un accord qui est explicitement fondé sur cette hypothèse-là. Libre circulation des biens et des capitaux, espace de libre-échange, mais une frontière dont on entend très souvent parler, une frontière militarisée à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc, l'idée est assez simple. Les États-Unis et le Mexique doivent être unis au sein d'un espace économique commun, de cette manière, un espace de libre-échange, mais cet espace commun exclut les personnes. Alors, vous avez des gens qui vous disent que c'est tout à fait logique, puisque avec ce système-là, les entreprises ou les usines américaines qui emploient de la main-d'œuvre immigrée pourront aisément se déplacer vers le sud. Donc à la place de déplacer le travail, on déplace le capital. Pour les choses très simplement, c'est assez logique. On prend les sites de production situés en Amérique du Nord et, grâce au libre-échange, sans coût, sans frais, sans tarif douanier, on les déplace vers le sud, là où est disponible en abondance la main-d'œuvre. Donc de cette manière, il y aurait une espèce de choix. On pourrait très bien décider de rendre le capital mobile et d'empêcher le travail de circuler. Mais évidemment, c'est ce rapport entre capital et travail a une longue histoire dans les sciences sociales. Ça aboutit aussi, évidemment, à permettre au capital de circuler au détriment du travail, ce qui est une manière comme une autre de favoriser le capital. Mais néanmoins, effectivement, on voit bien l'anomalie illibérale à laquelle fait référence Saskia Sassen. Donc effectivement, pour clore peut-être cette première partie de l'exposé, on peut peut-être revenir à Stefan Zweig, et on pourrait peut-être se demander aujourd'hui comment est-ce qu'on jugerait les propos de Stefan Zweig. Très probablement que les sciences sociales contemporaines feraient au moins 3 observations à propos de Stefan Zweig. D'une part, c'est un homme. D'autre part, c'est un homme blanc. Et en plus, c'est un ressortissant des classes, c'est quelqu'un qui est originaire des classes dominantes, c'est un intellectuel, quelqu'un de très formé, un représentant de l'élite, d'une certaine manière. Et on pourrait se demander, d'où parle-t-il? Est-ce que sa vision du monde, est-ce que sa nostalgie d'un monde sans frontières n'était pas reliée d'une certaine manière à son statut spécifique d'homme blanc privilégié? C'est ce que semble indiquer la citation suivante qu'on doit à Emmanuel Blanchard, qui est un politiste historien français qui est intervenu ici, sauf erreur, il y a quelques semaines. Emmanuel Blanchard nous invite à nuancer cette nostalgie de Zweig et nous dit finalement, oui, bien sûr, il y a eu des époques où les élites européennes pouvaient aisément circuler, mais même à cette époque-là, les choses étaient beaucoup moins faciles. La liberté de circulation n'existait pas pour toute une série d'autres individus. Schématiquement, les personnes qu'on dirait aujourd'hui racialisées, c'est-à-dire en gros les ressortissants des colonies à l'époque, les individus, les pauvres, ceux qui viennent des classes sociales défavorisées, et les réfugiés, ceux qui sont contraints pour des raisons de politique de quitter leur pays. Donc, cette citation nous dit en substance, attention, la liberté de circulation n'est pas du tout quelque chose qui enfin, la circulation et la plus ou moins grande liberté qu'on a de circuler apparaît très différemment en fonction de notre statut dans la société. C'est évidemment quelque chose qui est toujours vrai, comme on va le voir. On circule librement, ou on pouvait circuler librement si on appartenait à une certaine catégorie de la population. Pour beaucoup d'autres, cette liberté de circulation était totalement illusoire. Et effectivement, Stefan Zweig lui-même, lorsqu'il a commencé à être persécuté en tant que juif dans l'Autriche des années 30, a connu le difficile sort qu'on réserve aux exilés et aux individus qui sont obligés de quitter leur pays. Il a dû s'exiler, il a dû partir, et donc, d'une certaine manière, il a plongé du côté de la face sombre de la circulation, pourrait-on dire, ceux qui sont obligés de bouger, ceux qui n'ont pas le choix, et ceux qui, d'une certaine manière, n'ont nulle part où aller. Et donc, effectivement, ici, on a une interprétation de l'histoire totalement différente, une interprétation de l'histoire qui insiste beaucoup plus sur la continuité, qui voit la circulation, l'opportunité ou la possibilité
d'y circuler, non pas comme quelque chose qui existe, n'existe pas, existerait de nouveau, mais comme quelque chose qui est une ressource finalement, une ressource de classe, une ressource de genre, une ressource de race, pour dire les choses, pour utiliser les termes contemporains des sciences sociales, une ressource à laquelle on a accès si on appartient au bon groupe social et auquel on n'a pas accès si on a la malchance de ne pas appartenir aux élites et aux classes dominantes. On peut effectivement trouver de nombreux exemples pour cela. Par exemple, si on parlait de cette grande période de migration, notamment fin 19e, début 20e, notamment vers le Nouveau Monde, il y a un endroit emblématique, un musée emblématique de cette mobilité, c'est le musée d'Ellis Island à New York, que certains d'entre vous connaissent sans aucun doute. Quand on le visite, on est frappé de voir qu'effectivement, une des questions qu'on pose aux migrants, à part la question de la santé, enfin les malades étaient mis en quarantaine sur l'île pour pas qu'ils contaminent la nation américaine, mais à part la question de la santé, la question de l'argent. Les gens devaient arriver avec suffisamment d'argent pour ne pas être une charge, un poids pour l'État américain. Ils devaient montrer qu'ils avaient suffisamment de ressources pour pouvoir s'installer en attendant de trouver un travail et en attendant de trouver un endroit où se poser aux États-Unis. Donc effectivement, la question de l'argent, de la classe sociale était absolument essentielle. Ceux qui étaient trop pauvres étaient simplement renvoyés dans leur pays. C'était une manière assez simple de trier les migrants. Avez-vous l'argent pour vous installer ? Si oui, vous êtes les bienvenus, sinon vous rentrez chez vous. Donc effectivement, disons la question de la classe sociale, même à l'époque où on considère qu'il y avait de très fortes vagues migratoires, même à l'époque, effectivement, la question de la classe sociale et des ressources dont on dispose était absolument essentielle dans le contrôle de la mobilité. Idem, la référence à l'histoire coloniale est ici absolument fondamentale. J'ai brièvement fait allusion lorsque on a montré comment la guerre avait conduit à des premières formes d'immigration de travail depuis les colonies. Les colonies à Benzegar étaient des espaces d'administration de la mobilité de façon très top-down, pourrait-on dire, c'est-à-dire que les administrateurs coloniaux organisaient la mobilité des personnes. Les Britanniques, par exemple, comme vous le savez, ont déplacé des travailleurs migrants aux quatre coins de leur empire. C'est pourquoi on a des personnes d'origine indienne à Trinidad, par exemple, parce qu'effectivement, les Britanniques ont organisé une main-d'œuvre de travail plus ou moins forcée, plus ou moins contrainte, au sein de leur empire colonial. Mais évidemment, il ne s'agissait pas à l'époque de libre circulation, il s'agissait véritablement d'administrer la mobilité du travail en fonction des intérêts du pays dominant et de la classe dominante. Donc effectivement, cette perspective historique, ça marche, nous invite à voir les choses de deux manières différentes. Je vais progresser un petit peu plus rapidement. Très rapidement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, classique, qui nous rappelle qu'effectivement, c'est le point 2 qui nous intéresse le plus, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le point 1, mais l'alinéa 2 postule le droit de sortie, donc quitter son pays. C'est un point essentiel. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Aristide Zolberg qui a proposé une expression très intéressante de « exit revolution ». Il estime que le monde a connu une révolution de la sortie entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle, à savoir que la plupart des États ont laissé leurs citoyens sortir de leur pays. Il n'y avait plus ce qu'on appelle les visas de sortie. Et donc, évidemment, si on peut sortir librement de son pays, tout le poids du contrôle de l'immigration repose non plus sur le pays de départ, mais sur le pays d'arrivée. Et donc, de cette manière, exit revolution, respect de plus en plus grand de cet alinéa 2, même si il n'est pas parfaitement respecté non plus, mais néanmoins, effectivement, notamment avec la fin de la guerre froide, avec la chute des pays, des régimes communistes en Europe de l'Est et en Union soviétique, on a eu effectivement toute une série de pays qui ont renoncé à empêcher leurs citoyens de quitter leur pays. Et donc là, pour plonger dans l'histoire, François Héran mentionnait Condorcet à l'instant. Alors, je ne connais pas assez bien le siècle des Lumières pour savoir s'il y a des liens entre ces différents auteurs, sans doute il y en a, mais effectivement, Voltaire, de façon tout à fait moderne et efficace, moque cette volonté d'empêcher les gens de quitter leur pays, en disant finalement, ça signifie que le pays est tellement mal géré qu'on est obligé de forcer les gens à y rester, sinon tout le monde partirait. Il faut faire exactement l'inverse, il faut rendre le pays attractif, bien géré, ce qu'on appellerait aujourd'hui une bonne gouvernance, pour attirer les individus, les migrants, du côté de chez nous. Il y a ce terme sur lequel on va brièvement revenir, la contrée ou le hasard à la fenêtre, expression tout à fait moderne et tout à fait pertinente sur lequel on va rapidement revenir. Il ne demeure pas moins que cette contradiction, on ne peut pas nier la contradiction, on a le droit de sortir, et c'est un droit fondamental. Personne ne peut m'empêcher de quitter mon pays ou quitter n'importe quel pays
dès que je le souhaite. Cependant, évidemment, rien ne dit que j'ai le droit d'aller ailleurs, et donc je peux me retrouver dans une situation contradictoire où j'aurai le droit de sortir, mais j'ai le droit d'aller nulle part. Et donc, dans les faits, je ne pourrais pas apprécier ou jouir de mon droit de sortir, puisque pour sortir, il faut évidemment entrer dans un autre pays. Donc, contradiction logique fondamentale qui inspire cette autre auteure politiste américaine, Anne Dennett, qui insiste notamment sur l'importance du contexte, le droit de sortie. Et ça, c'est important peut-être en termes de ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance des migrations, la coopération interétatique en la matière. Le droit de sortie ne peut exister, un État ne peut respecter le droit de sortie que s'il s'assure au préalable que d'autres États sont prêts à admettre ses propres citoyens qui souhaiteraient sortir. Donc, d'une certaine manière, il y a des époques où ça a pu exister. L'Europe du XIXe siècle, les citoyens européens du XIXe siècle avaient des endroits où aller. Le vaste monde s'ouvrait à eux, le nouveau monde, les colonies, etc. Aujourd'hui, évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées. Il n'y a plus véritablement de pays qui accueillent à tour de bras tous ceux qui souhaiteraient quitter leur pays. Donc l'importance du contexte, et de ce point de vue-là, effectivement, on pourrait considérer qu'un enjeu de coopération minimale entre États devrait être, celui-ci devrait être donc effectivement vérifié, qu'à tout moment, un pays est prêt à accepter les citoyens qui souhaitent quitter leur pays. Sinon, fondamentalement, il est impossible de respecter le droit de sortie. C'est une coopération minimale, mais effectivement, si on veut être logique de certains points de vue, il faut s'assurer que tous ceux qui souhaitent partir, pour quelconque raison, il ne s'agit pas de justifier sa sortie. Aujourd'hui, on peut quitter son pays si on peut justifier, par exemple, une persécution, le droit d'asile, etc. Mais le droit de sortie n'est pas corrélé à une raison impérieuse de sortie. On peut avoir envie de sortir de son pays simplement parce qu'on en a envie, point final. Auquel cas, il faut pouvoir être accepté ailleurs, ce qui suppose une coopération minimale mais fondamentale entre États en la matière. Le contre-argument, je vais peut-être passer plus rapidement ici, le long contre-argument d'un philosophe classique américain, Michael Walzer, un des chefs de file de ce qu'on appelle les communitarians en Amérique, les communautariens, sauf erreur, on traduit ça comme ça en français, qui dit grosso modo, immigration et immigration ne sont pas symétriques. La valeur morale des deux n'est pas pareille. L'immigration est fondamentale, parce que, c'est la dernière phrase, contrôler les sorties, en revanche, revient à remplacer l'engagement par la coercition. C'est assez logique. Si vous empêchez vos citoyens de sortir, eh bien, vous avez un contrat social, pour reprendre le terme qu'employait François Héran à l'instant, un contrat social qui est fondé sur la contrainte. Or, chacun sait que si vous signez un contrat avec un pistolet sur la tempe, le contrat n'est pas valable. Donc le contrat social, c'est pareil. Si vous êtes obligé de respecter un contrat social au sein de votre État, sans possibilité de démissionner, pourrait-on dire, pour reprendre l'analogie avec le contrat de travail, alors à ce moment-là, le contrat social n'est plus valable. Donc ça, c'est fondamental. Il n'y a pas d'état de droit sans possibilité de voter avec ses pieds, pour reprendre une expression qu'on emploie parfois, sans possibilité de dire ce pays, je suis fatigué de ce pays, je veux aller voir ailleurs, je n'ai plus envie de résider dans ce pays. En revanche, l'immigration est totalement différente. Walzer est un communautarien, c'est-à-dire qu'il estime qu'effectivement les individus ont une vie qui vaut la peine d'être vécue seulement parce qu'on est membre d'une communauté. Cette communauté nous donne des valeurs, nous donne un langage, nous donne une culture, nous donne une raison de vivre d'une certaine manière. Et donc c'est un postulat philosophique à la base. Et donc cette communauté doit être défendue. C'est-à-dire que j'ai le droit, en tant qu'individu, d'exiger que ma communauté soit protégée, parce que c'est cette communauté qui rend ma vie digne d'être vécue. Souvent, quand je montre cette citation, les gens réagissent en disant « Ah, mais c'est un argument réactionnaire, raciste, etc. » Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un argument qui insiste beaucoup sur le fait, Walzer insiste beaucoup sur le fait que les communautés doivent être homogènes, avec des gens qui ont plus ou moins le même droit, le même statut, car ce sont les communautés qui rendent nos vies, encore une fois, disons, dignes d'être vécues. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, l'immigration n'a rien à voir avec l'émigration. L'immigration doit être contrôlée, puisqu'elle revient à modifier la communauté dans laquelle on évolue, et chacun a le droit d'avoir son mot à dire sur le sujet. Si quelqu'un tient à son mode de vie et à sa communauté, il a le droit de dire « je souhaiterais que ma communauté demeure ce qu'elle est », c'est-à-dire que nous n'acceptions pas de nouveaux venus dans notre communauté. Un bref retour ici à l'argument du hasard dont parlait déjà Voltaire. On retrouve Anne Dennett, cette politiste américaine, qui mobilise un autre argument extraordinairement puissant, si on y réfléchit, qui dit schématiquement un étranger,
un alien, c'est le terme anglo-saxon américain qu'elle emploie, est quelqu'un qui simplement est né dans un autre pays, ou avec une autre citoyenneté en fonction du passeport de ses parents, en fonction du code de la citoyenneté qui est en vigueur dans le pays où il est né, dont il est originaire, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un birthright privilege en anglais, c'est-à-dire un privilège de naissance. Il se trouve qu'on est avec une nationalité allemande ou une nationalité française ou une nationalité d'un autre pays. C'est comme ça. Et elle fait observer que peut-être le programme politique de base de la modernité, c'est la fin des privilèges. C'est l'idée qu'effectivement chaque individu, quel que soit le hasard de sa naissance, doit avoir les mêmes droits, doit avoir les mêmes opportunités, les mêmes possibilités dans la vie. Par exemple, effectivement, la modernité se définit entre autres par une lutte contre les inégalités raciales, les inégalités de genre, lutte toujours en cours évidemment, mais qui, d'une certaine manière, sont fondées sur le postulat que ce n'est pas parce que vous naissez de couleur, vous naissez homme ou femme, que vous devriez avoir un statut différent ou des chances différentes. Donc de ce point de vue-là, en toute logique, dit Anne Demet, si on considère que la nationalité et la citoyenneté sont des attributs de naissance sur lesquels on n'a aucun contrôle, ce qui est évidemment le cas, on ne choisit pas son passeport, on ne choisit pas la citoyenneté de soi-même ou de ses parents, on ne choisit pas le lieu où on est, alors dans ce cas, en toute logique, si on est cohérent avec les valeurs moderne d'égalité des chances, on devrait à terme considérer que la nationalité, la citoyenneté ne devrait avoir aucun impact sur nos opportunités et sur notre souhait ou notre envie d'aller vivre là où on le souhaite, alors qu'évidemment aujourd'hui c'est exactement l'inverse qui se produit. Les citoyens des pays européens développés ont très fort accès à la mobilité. En revanche, les citoyens des pays moins développés doivent demander des visas pour aller pratiquement dans n'importe quel État du monde, ce qui suppose évidemment des entraves considérables, des tracasseries, comme disait Stefan Zweig, à leur mobilité. Et donc effectivement ici, Roger Nett, il y a bien longtemps, en 1971 déjà, définit d'une certaine manière le progrès humain, ce qu'il appelle la human opportunity. C'est bien avant l'approche des capacités d'Amartya Sen, mais on retrouve un petit peu ce genre d'idée, cette idée qu'effectivement les gens doivent avoir des opportunités, le plus d'opportunités possible, et que d'une certaine manière, progressivement, on se rend compte qu'il n'est pas possible de donner aux gens des opportunités égales s'ils n'ont pas la liberté de religion, la liberté d'expression, le droit de vote, la démocratie, l'égalité des chances, etc. Et que peut-être progressivement, à mesure qu'on avance de notre programme de réalisation de ce vaste projet politique d'égalité des chances, il faudrait considérer que la liberté de circulation est une condition sine qua non, au même titre que d'autres libertés fondamentales, pour réaliser, atteindre cet idéal d'égalité des chances, sauf à considérer au contraire qu'on crée une anomalie illibérale, qu'on est d'accord d'accorder l'égalité des chances, mais seulement au sein d'un État, en excluant de façon arbitraire et parfois brutale les ressortissants de tous les autres États qui souhaitent jouir des mêmes droits, de la même liberté des chances. Donc effectivement, Zygmunt Bauman, célèbre sociologue britannique d'origine polonaise, connu notamment pour cette notion de société liquide dont on parle beaucoup parlé ces dernières années, élargit l'analyse, postule qu'on vit dans une espèce de société-monde ou d'économie-monde, et dit schématiquement, dans ce monde-là, effectivement, on a une élite transnationale, mondiale, qui jouit d'une liberté de circulation quasi complète. Anne Demet dit à peu près la même chose dans la seconde citation. Une structure de classe internationale, c'est un argument clé dans la sociologie de la mondialisation. Évidemment, la question de la classe sociale n'est pas nouvelle en sociologie, mais durant longtemps a été abordée au sein de chaque économie ou de chaque société. Tout à coup, ici, avec la question de la mobilité, se dégage l'idée qu'on pourrait avoir une espèce de classe sociale mondiale favorisée au niveau planétaire, qui se définirait, c'est le postulat de Zygmunt Bauman, par son accès à la mobilité. C'est-à-dire qu'en fonction de votre accès à la mobilité, vous appartenez ou non à l'élite planétaire, quel que soit finalement votre pays d'origine. Donc effectivement, par exemple, les migrants qualifiés incarneraient jusqu'à un certain stade cette élite transnationale, puisque du fait de leur éducation, du fait de leurs compétences, ils auraient beaucoup plus accès à la mobilité que leurs concitoyens non qualifiés. Donc, de cette manière, une espèce d'économie-monde, comme dirait Wallerstein, un système-monde dans lequel, d'une certaine manière, les frontières entre États jouent un rôle finalement peu pertinent. Ce qui compte, c'est notre capacité à franchir les États. On retrouve un peu l'intuition d'Emmanuel Blanchard qu'on a vu tout à l'heure, à savoir que la mobilité est une ressource, et que cette ressource, comme toute ressource, comme tout capital,
c'est un capital, est inégalement distribué. La base même de la notion de capital, c'est qu'une petite minorité de classes dominantes trust le monopole du capital. La mobilité serait un capital, la capacité à aller là où il y a des richesses serait un capital qu'une petite mobilité, d'une certaine manière, confisquerait à son avantage au détriment d'une vaste majorité. Donc une lecture un petit peu, disons, de l'accès à la mobilité comme un capital, un peu en termes de classe sociale. Je vais rapidement terminer avec une ou deux citations, ultimes citations. Toujours sur cette question des valeurs. Deux citations, dont une de Thérèse Lecteur qu'on connaît déjà, et de Catherine de Wenden, qui a beaucoup écrit sur le sujet, avec un livre notamment très important publié il y a déjà 20 ans, qui s'intitulait « Faut-il ouvrir les frontières ?» Les deux auteurs ici postulent une espèce de corrélation qui est tout à fait, disons, sujet de grande actualité, entre les valeurs internes aux sociétés et les valeurs externes. C'est un des arguments qu'on a beaucoup entendu avec la crise des migrants. L'Europe, qui est un espace de justice et de liberté, pour reprendre le jargon de l'Union européenne, d'une certaine manière, cet espace de justice et de liberté s'arrête à la frontière et à quelques kilomètres au large des îles européennes, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de liberté, il y a des gens qui se noient en grande quantité. Donc, d'une certaine manière, cette espèce de hiatus, de discontinuité entre les valeurs internes et externes, qui est assez fondamentale. Ce n'est pas propre à aujourd'hui. Il y a par exemple, si on regarde l'histoire de l'immigration aux États-Unis, c'est très intéressant. Je n'ai pas beaucoup de temps pour entrer dans ce débat-là, mais très rapidement, les États-Unis, de même que le Canada ou l'Australie, ont mené des white immigration policy, comme on appelait, c'est-à-dire que pendant fort longtemps, entre les années 20 et les années 60, ces pays-là ne voulaient qu'une immigration blanche, c'est-à-dire européenne. C'était une politique explicitement raciale pour, d'une certaine manière, constituer la population de leur pays, mais selon des critères raciaux, ils voulaient des Blancs, des Européens, et non pas des Africains, des Latino-Américains, des Asiatiques, etc. Et on voit que cette politique-là, cette politique raciale d'immigration, de White Immigration Policy, se termine dans les années 60, précisément au même moment où, aux États-Unis, on a le mouvement des droits civiques et, disons, la remise en cause des très fortes inégalités raciales qui existaient dans ce pays à l'époque. Donc on a une espèce de mouvement parallèle, si vous voulez, les valeurs à l'interne du pays et les valeurs à l'externe, c'est-à-dire celles qu'on applique à la frontière, celles qui gouvernent le rapport avec ceux qui ne sont pas de chez nous. Ces valeurs-là, jusqu'à un certain stade, progressent ensemble. Si elles sont trop en décalage l'une par rapport à l'autre, il y a un problème. Donc effectivement, c'est la situation sans doute actuelle, et ces deux citations nous rappellent effectivement cette nécessité, à un certain stade, de mettre en conformité la manière dont on traite les gens à la frontière avec la manière dont on traite les gens à l'intérieur du pays. Peut-être dernière citation pour terminer, une analogie historique, encore une dernière, avec la prohibition. Kevin Johnson, ce juriste américain qu'on a déjà rencontré, écrit schématiquement que le contrôle de l'immigration, c'est comme la prohibition. La prohibition, bon, vous savez tous ce que c'est le Chicago des années 30, on a tous vu des films ou des BD sur le sujet. C'est la volonté, disons, d'empêcher le commerce de l'alcool à des fins de santé publique et de contrôle de la population, qui débouche en réalité sur un gigantesque marché noir et l'essor des mafias qui prospèrent sur l'alcool frelaté et la vente illégale d'alcool avec des grandes figures comme Al Capone, etc. Schématiquement, dit-il, le contrôle de l'immigration, c'est pareil. De ce point de vue-là, la mobilité, c'est un bien, c'est un peu comme l'alcool, c'est un bien que les gens souhaitent acquérir, les gens souhaitent être mobiles, et il se trouve que les États, de façon un peu arbitraire, entravent l'accès à ce bien. Disent non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'acheter de l'alcool, vous n'avez pas le droit d'être mobile. Inévitablement, ce qui se passe, c'est que cette régulation extrême génère des formes illégales et dangereuses d'accès à ce bien. En l'occurrence, à l'époque, l'alcool était frelaté et les gens, disons, buvaient des alcools absolument torboyaux épouvantables parce que c'était des alcools produits au noir par des groupes mafieux qui se préoccupaient assez peu de la santé publique. Idem aujourd'hui, la mobilité devient dangereuse. Les gens s'embarquent sur des petits bateaux de fortune parce qu'ils n'ont pas la possibilité de migrer et de se déplacer légalement. La mobilité, le bien mobilité, devient frelaté, pourrait-on dire, de mauvaise qualité, dangereux pour tout le monde, pour la société qui les reçoit et pour les individus qui consomment, entre guillemets, ce bien de la mobilité. Et à terme, dit-il, le plus grand danger de cela, et peut-être que je vais conclure sur cette idée qui me paraît intéressante et utile pour la réflexion, c'est que les lois deviennent illégitimes. C'est-à-dire qu'une loi ou un dispositif de régulation trop décalé par rapport à la réalité, trop peu justifié,
devient très difficile à respecter. Et peut-être ici, il y a quelques études qu'on peut citer, des études assez rares mais intéressantes, qui consistent à demander aux migrants qu'est-ce qu'ils pensent des lois sur l'immigration en Europe ou aux États-Unis. Et très souvent, leur réponse, c'est un peu analogue à ce que suggère Kevin Johnson, c'est qu'ils disent que ces lois sont totalement dénuées de sens, dénuées de tout fondement. On sait très bien que si on arrive en Europe, on travaillera, on trouvera, on sera utile à la société, au marché, on va faire le boulot que les autres ne veulent pas faire, donc on ne comprend pas pourquoi on nous empêcherait de venir. Donc de cette manière, c'est la légitimité de la loi ici qui est absolument fondamentale. Et ce que nous rappelle Kevin Johnson avec l'exemple de la prohibition, c'est qu'une loi à laquelle personne ne croit, tout le monde se dit c'est n'importe quoi, à terme ne sera jamais respectée. Donc dans ces cas-là, on peut certes s'épuiser à vouloir faire respecter des lois qui ne marchent pas, mais on peut aussi décider de changer la loi. C'est peut-être une manière plus saine, c'est du moins ce qui a été fait avec la prohibition. Aujourd'hui, on régule la production et la consommation d'alcool. Ça marche sensiblement mieux que l'interdiction pure et simple. Voilà, je crois que j'ai épuisé mon temps de parole. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.